1985. Los Angeles est terrorisé par une série de viols et de meurtres particulièrement violents. La panique avait gagné tout le comté, c'était énorme. Les gens ne savaient pas s'ils allaient survivre jusqu'au lendemain. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, personne n'échappait aux pulsions de ce meurtrier sadique. Leurs derniers instants étaient entre les mains de quelqu'un qui riait en les torturant, en les violant et en les tuant. Un tueur en série qui ne respectait aucune règle. Le suspect a utilisé des armes à feu, des couteaux, des démonte-pneus. Je savais à quel point il pouvait être cruel et violent. L'agresseur baptisé Night Stalker, le traqueur de la nuit, restera dans l'histoire comme l'un des tueurs en série les plus abominables. C'était un des pires monstres à avoir un jour arpenté la surface de la Terre. Mais qui est ce Night Stalker? Il était très gentil. Charmant, c'est comme ça que je le décrirais. Est-il né pour tuer? Il avait un regard démoniaque, comme s'il était possédé. Le 17 mars 1985, Gil Carrillo, un jeune enquêteur de la brigade criminelle du comté de Los Angeles, est appelé sur une scène de crime dans le quartier de Rosemead. C'était un dimanche soir, il était 22h40. Je reçois un appel, rien d'inhabituel. Tu as un mort et un blessé, c'est mon boulot, la routine. C'était juste le premier meurtre de la semaine. Carrillo ne le sait pas encore, mais ce meurtre n'a rien à voir avec la routine. On est arrivé sur les lieux dans Village Lane. Dale Okazaki était allongée sur le dos dans la cuisine. Elle avait reçu une balle en pleine tête. Dale Okazaki, 34 ans, était en train de déballer des courses lorsqu'un homme est entré dans son appartement et l'a exécuté sur place. Je la revois encore aujourd'hui. Maria Hernandez, la colocataire de Dale, âgée de 22 ans, a elle aussi reçu une balle à bout portant. Mais elle a survécu. Elle n'a pas reconnu son agresseur et rien dans l'appartement n'a été dérobé. On était face à une affaire difficile. On ne savait pas s'il s'agissait d'un ex-petit ami en colère, d'un cambriolage qui avait mal tourné. On ne savait rien. Plus tard, les enquêteurs apprennent que le tueur a de nouveau frappé. Ça s'est produit environ une demi-heure plus tard, dans la même partie de la ville, et la même arme avait été utilisée. Non loin de là, à Monterey Park, Saïla New, une étudiante en droit âgée de 30 ans, rentrait chez elle lorsqu'un autre automobiliste l'a forcée à s'arrêter avant de lui tirer 2 balles dans la poitrine à bout portant. Nous avons presque immédiatement compris que nous avions affaire à une série de meurtres. On ignorait simplement si ça allait continuer ou empirer. La nature des crimes était atypique pour un tueur en série. La très grande majorité des tueurs violeurs en série tuent de façon rapprochée et personnelle. Strangulation manuelle ou à l'aide d'une corde, coups de couteau multiples, objets contondants. Ils utilisent très rarement une arme à feu car c'est trop distant, trop impersonnel. Le 27 mars au matin, les corps de Vincent Zazzara, 64 ans, et de sa femme, Maxine, 44 ans, sont retrouvés à leur domicile dans la banlieue chic de Whittier. La même arme a de nouveau été utilisée, mais le comportement de l'agresseur semble totalement différent.
Vincent Zazzara a été abattu alors qu'il dormait. Maxine a reçu plusieurs balles et plusieurs coups de couteau. Le tueur a également emporté un souvenir sanglant. On avait retiré les yeux de la victime. On ne les trouvait nulle part. De nombreux tueurs en série prennent des souvenirs aux personnes qu'ils tuent. Un morceau de chair, un bijou, peu importe. C'est un rappel concret, visible, qu'ils peuvent tenir dans leurs mains et qui signifie « Oui, tu l'as vraiment fait ». Le 15 avril, 2 semaines après le meurtre et la mutilation du couple Zazzara, le tueur semble avoir de nouveau frappé. Linda Martinez est appelée sur la scène de crime, au domicile de William et Lillian Doyle, un couple de sexagénaires. Le sol du salon était couvert de cartons en tout genre. Monsieur Doyle était encore dans sa chambre. Il avait été tué par balle. La chambre de sa femme était à côté. Elle était handicapée. Elle avait donc sa propre chambre. Elle avait été violée. C'est toujours très perturbant de découvrir une scène de crime. William Doyle a rapidement été éliminé d'une balle dans la tête. Lillian, 63 ans, a été immobilisée à l'aide de menottes de pouce, battue, terrorisée et violée. Mais le tueur l'a laissée en vie. C'était très inhabituel pour un tueur en série de se trouver face à 2 personnes, d'abattre la première d'un coup de feu et de se comporter comme un tueur en série avec la deuxième. Il tuait les hommes car ils représentaient un obstacle à son désir, les femmes. C'était une question de contrôle. Il ne voulait pas être en position d'infériorité. Quel homme, quel mari n'aurait pas essayé d'intervenir et de protéger sa conjointe? Malgré les différences notables, l'inspecteur Gil Carrillo reste persuadé qu'un homme seul est responsable de tous ces crimes. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'un tueur en série. À cette époque, 2 psychologues de renom, l'un à New York et l'autre ici sur la côte ouest, qui enseignaient à UCLA, disaient qu'on racontait n'importe quoi, qu'un seul homme ne pouvait pas être responsable des faits qu'on rapportait. 6 semaines plus tard, dans la ville verdoyante de Monrovia, 2 sœurs octogénaires sont découvertes dans la maison qu'elles partageaient. L'une a été violée, toutes les 2 ont été brutalement frappées à coups de marteau. Une fois de plus, il y a un élément nouveau. Il y avait des références aux sciences occultes. Des pentagrammes et des inscriptions avaient été dessinés sur les murs. Il y avait des symboles sur les corps des victimes. Les crimes semblent connectés, mais ils défient toutes les théories de l'époque concernant les tueurs en série. Lorsqu'on m'a contacté au sujet de ces meurtres, la police était désemparée. Elle ne savait pas du tout qui pouvait faire cela, comment cela s'était produit, quel genre de personne avait commis ces actes. Était-ce l'œuvre d'un fou, d'un groupe de personnes? Il ne faut pas oublier que la Californie avait déjà connu Charles Manson qui, avec sa secte, avait assassiné de nombreuses personnes. Mais j'avais l'impression qu'il s'agissait plutôt d'un individu seul, quelqu'un qui n'était pas fou, qui ne faisait pas preuve d'un comportement excentrique et qui était probablement jeune, probablement un blanc ou un hispanique, mais dans tous les cas, sûrement pas quelqu'un de respecté dans sa communauté. La presse surnomme ce tueur mystérieux le Night Stalker, le traqueur de la nuit. Ceux qui l'ont connu enfant n'auraient jamais pu suspecter ce dont il était capable. C'était un gamin ordinaire, il n'était pas différent des autres. Il était très gentil.
Et tellement drôle. Il était si drôle. Il me faisait tout le temps rire. Et le règne de terreur du traqueur de la nuit ne faisait que commencer. Mai 1985, le traqueur de la nuit vient d'entamer une série de crimes qui va terrifier et écœurer toute la Californie. S'attaquant aux gens chez eux, alors qu'ils ne se méfient pas, il jubile en les assassinant et en les mutilant. Alors que les crimes ne font qu'empirer, les enquêteurs redoublent d'efforts pour identifier le responsable de ces agressions innommables. Qui est le traqueur de la nuit? Richard Ramirez a vu le jour en 1960. Il est le dernier de 5 enfants nés de parents émigrés venus du Mexique pour s'installer dans la ville frontalière d'El Paso au Texas. El Paso est une ville d'environ 500 000 habitants. En face, sur l'autre rive du Rio Grande, il y a Juarez qui compte 1,5 million d'habitants. Il y avait donc une forte population hispanique. C'était une ville tranquille. On y menait une vie paisible. Ramirez a grandi dans un milieu modeste, comme presque tous les enfants de son quartier. C'était un quartier populaire, mais pas désagréable à vivre. Les maisons étaient peintes, elles avaient des jardins. Ce n'était pas très grand, mais pas miteux non plus. On était issus de la classe populaire. Et tout le monde traînait ensemble le soir. Tous les enfants du quartier jouaient ensemble jusqu'à ce que les parents les rappellent pour le dîner. Le père de Richard travaille dur et il est strict avec ses enfants. C'était un immigrant venu du Mexique pour essayer de gagner durement sa vie à El Paso. Il travaillait pour les chemins de fer. Ce n'est pas facile quand on est la première génération d'immigrants. Il faut apprendre une nouvelle langue et essayer de se faire sa place dans un nouveau pays. Jeune, Richard Ramirez ressemble à tous les enfants de son âge. Ils étaient très gentils. C'était une famille normale, comme la mienne, et bien d'autres dans le quartier. C'était un gamin ordinaire, il n'était pas différent des autres. On allait à l'école, on était polis, on faisait ce qu'on avait à faire. Il était comme nous. Il était très gentil. Et tellement drôle. Il était si drôle. Il me faisait tout le temps rire. On jouait souvent au jeu de l'épervier. Et tout le monde voulait être dans son équipe parce que c'est lui qui courait le plus vite. Patricia, son amie, trouvait Richard très gentil et très attentionné. Pour aller à l'école, je prenais souvent un raccourci qui passait au milieu d'un quartier un peu chaud. Il m'attendait toujours assis sur un muret et il m'accompagnait à l'école. C'était plus sûr à deux. Mais lorsque Richard Ramirez atteint l'âge de 10 ans, des problèmes surviennent. Il était assis derrière moi en classe. Et je me souviens qu'il me touchait dans le dos du bout du doigt. Et à chaque fois, ça me faisait sursauter. Il continuait, alors je me suis retournée, très en colère, pour lui dire d'arrêter. Là, il est tombé au sol d'un seul coup, sur le côté. Il avait des crises, il tremblait. Il était malade. Ramirez souffre d'épilepsie, une maladie qui l'handicapera pendant la majorité de sa scolarité. En grandissant, Ramirez s'éloigne de son père et se prend d'admiration pour son cousin, Mike, un vétéran du Vietnam qui aime à se vanter de nombreuses atrocités perpétrées pendant la guerre.
Son cousin conservait de nombreux souvenirs de son passage au Vietnam. Il avait une boîte d'où il sortait des photos des femmes qu'il avait violées, des têtes qu'il avait coupées. C'était de la fascination. Il n'était ni dégoûté ni horrifié. C'était plutôt « c'est génial ce que tu as fait ». À un âge où sa sexualité est en train de se développer, Ramirez est exposé à des images de viol, de torture et de meurtre. Ce genre d'individu vit dans un monde fantasmé dès l'adolescence et sous certains aspects, ce monde fantasmé devient pour eux plus réel que la réalité. C'est un monde rempli d'agressions sadiques où le sexe et la violence se mélangent. Ramirez affirmera plus tard que son cousin Mike lui permettait d'être le témoin direct de sa brutalité. Il a vu son cousin tirer sur sa femme. Après une dispute anodine dans leur appartement, Mike tire sur sa femme en plein visage et la tue sur le coup. Ça l'a marqué, pas dans le sens où il aurait trouvé que c'était mal. Il n'a pas dit « Comment as-tu pu faire une chose aussi horrible ?» Il n'a pas été choqué, il était fasciné. Les fantasmes de ces gens qui deviennent des tueurs en série ont été scrupuleusement étudiés par les spécialistes comportementaux du FBI pendant de longues années. Ces fantasmes commencent généralement très tôt et sont souvent le résultat d'un événement déclencheur. Une fois que ces fantasmes deviennent sexuels, ça devient très dangereux, car ils commencent à penser à des scènes de viol, de torture et de mutilation. Je n'ai pas remarqué de changement avant qu'on entre au lycée. À ce moment-là, il ne faisait plus partie de ma bande d'amis. C'est là que j'ai remarqué qu'il n'était plus le même. Il ne disait plus bonjour, des choses comme ça. Et j'ai remarqué qu'il traînait avec des garçons qui se droguaient. Parmi la deuxième génération d'immigrants, nombreux sont ceux qui se tournent vers les gangs. Ils voient leurs parents qui sont venus aux États-Unis, qui ont travaillé dur et qui n'ont pas grand-chose au final. Ils ressentent une sorte de désillusion. Pourquoi suivre les règles si c'est pour finir comme ça, sans obtenir davantage que ses parents? Ça a pu être un des éléments qui a conduit Ricky Ramirez à se rebeller. Ramirez commence à s'intéresser au hard rock et au satanisme. Beaucoup de gosses adoraient ce genre de truc, au lycée surtout. Et chacun s'appropriait cette culture à sa façon. À cet âge, le cerveau est en plein développement et beaucoup se sont attirés des ennuis et n'ont pas suivi le droit chemin. On a vu des enfants tuer leurs parents, ce genre de choses. Ramirez quitte l'école et se met à vivre en marge de la société, passant parfois la nuit dans le cimetière local. Dès cette époque, Richard volait tout ce qui lui passait sous la main, tout ce qui se trouvait dans un lieu accessible. Les gens le surnommaient Dedos, ça veut dire les doigts, ou bien Ricky le voleur. Après une tentative de viol sur la cliente d'un hôtel d'El Paso, Ramirez part vivre en Californie. Il était devenu alcoolique et cocaïnomane. Il vivait à Skid Row, un quartier complètement à l'abandon. Il y avait toutes sortes de trafics, des vols et de nombreuses personnes sans domicile. Les gens dormaient dans des foyers le temps de se soigner. Est-ce que la drogue a affecté son cerveau? Est-ce qu'elle a changé la façon dont il voyait le monde? Sûrement, mais ce n'est pas la cause. Ce n'est pas pour ça qu'il a tué. Tout était déjà amorcé. Ramirez vit au jour le jour. Il se paie des prostituées, vole des voitures, commet des cambriolages.
Il se rendait en banlieue où souvent les gens ne fermaient pas leurs portes, même la nuit. Ils ne fermaient pas leurs fenêtres. C'était le paradis pour lui. C'est exactement ce qu'il cherchait. Il entrait dans les maisons et volait des choses pendant que les gens n'étaient pas là. Et puis, il est devenu de plus en plus audacieux, toujours plus audacieux. La grande majorité des cambriolages sont motivés par l'appât du gain. Ce sont souvent des toxicomanes qui cherchent de l'argent pour s'acheter de la drogue. Ils peuvent être avec un ami ou un complice. Plus rarement, les cambrioleurs sont motivés par le sexe. Le cambriolage en lui-même est motivé par un besoin de voir. C'est la stimulation sexuelle par le regard. Et comme 50% des cambriolages ont lieu la nuit, quand la victime est susceptible d'être chez elle, on imagine bien la progression qui part du voyeurisme pour aller vers l'effraction, puis le viol, voire le meurtre. En mai 1985, Richard Ramirez a déjà tué au moins 8 fois, et ses intrusions violentes sont sur le point de se multiplier, plongeant la population de Los Angeles dans la panique. En 1985, le comté de Los Angeles est à la merci d'un tueur en série sans pitié. Les citoyens ordinaires ne sont plus en sécurité chez eux. Le mystérieux tueur, baptisé le traqueur de la nuit, viole, assassine et mutile au nom de Satan. Ces crimes épouvantables et aléatoires entraînent une vague de terreur. Tout le monde avait peur. Dans le comté de Los Angeles et dans tout le sud de la Californie, tout le monde était mort de peur. Les ventes d'armes ont considérablement augmenté, considérablement. Au cours de l'été 1985, les gens gardaient leurs fenêtres fermées. C'était un été très chaud. Je n'ouvrais pas ma fenêtre la nuit. On étouffait de chaleur chaque nuit parce que j'avais peur que quelqu'un entre chez moi pour me tuer. Mais les agressions ne s'arrêtent pas pour autant. Le 30 mai, une femme de 41 ans est violée tandis que son fils de 12 ans est enfermé dans un placard, menotté. Elle est laissée en vie. Le 27 juin, le corps d'une enseignante de 28 ans est retrouvé à Arcadia. Elle a été sodomisée et sa gorge tranchée. Le 2 juillet, toujours à Arcadia, une femme de 75 ans est retrouvée morte. Elle a été frappée, on lui a tranché la gorge et sa maison est saccagée. L'inspecteur Carrillo est convaincu qu'il a affaire à un seul homme. Mais les faits ne cessent de défier la logique. Il contredisait les schémas habituels et la seule constante était l'inconstance de son mode opératoire. Le FBI ne cessait de nous répéter que les tueurs en série tendent à opérer toujours de la même façon, à utiliser toujours la même arme. Mais là, différentes armes avaient été utilisées. 2 armes à feu différentes avaient été identifiées. Des couteaux avaient été utilisés à plusieurs reprises, des matraques également. Le mode opératoire ne cessait de changer. Le 5 juillet, le traqueur de la nuit frappe dans une petite rue tranquille, dans la banlieue de Sierra Madre. Il pénètre dans la chambre d'une lycéenne de 16 ans, Whitney Bennett. Quel cauchemar ça a dû être. Ses parents se sont réveillés en l'entendant pleurer. Ils se sont précipités dans sa chambre et l'ont trouvé par terre ensanglanté. Le suspect était entré dans la maison, s'en était pris à elle alors qu'elle dormait dans son lit et l'avait frappée avec un démon pneu. Il avait essayé de l'étrangler avant de la laisser pour morte. Ses blessures à la tête ont nécessité une multitude de points de suture.
Quand on travaille sur ce genre d'affaires, quand on fait partie des forces de police pendant assez longtemps, on voit beaucoup de choses. Ça a forcément un effet sur vous. Ça finit toujours par nous rattraper. Je l'ai déjà vu. Les nuits de chaleurs étouffantes se succèdent. Celle du 7 juillet en est une parmi tant d'autres. J'étais seul chez moi. C'est la première fois que je dormais avec mon arme posée sur ma table de chevet. Tout le monde était effrayé et gardait ses portes et ses fenêtres fermées. Mais il faisait beaucoup trop chaud cette nuit-là, c'était un été étouffant. J'avais laissé mes portes ouvertes. Au milieu de la nuit, l'inspecteur Carrillo se réveille, persuadé que le tracker est dans sa propre maison. Je me suis réveillé en sueur. J'avais la nausée. J'ai attrapé mon arme et j'ai inspecté ma maison comme si je cherchais un cambrioleur. Soudain, le téléphone a sonné. J'ai cru mourir de peur. C'était mon bureau qui me demandait de rappeler ma collègue, Linda. L'inspecteur Linda Martinez a été réveillée en sursaut au petit matin. Vers 3 heures du matin, mon compagnon m'a dit que quelqu'un était en train de crier mon nom. La voisine de Linda est en train d'appeler au secours. Je suis allée près de la grille et j'ai appelé la femme qui criait pour lui demander ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle avait été cambriolée et violée et qu'elle était menottée à son lit. Quand j'ai entendu sa voix, j'ai su qu'il avait encore frappé. Sophie Dickman, une femme d'une soixantaine d'années, avait été agressée sexuellement. Elle avait été violée. L'inspecteur Carrillo reconnaît toutes les signatures d'une agression typique du tracker de la nuit. J'ai appris qu'il avait parlé à la victime. On avait déjà entendu ces mots, c'étaient les mêmes que d'habitude. Où est l'argent? Où sont les bijoux? Ta gueule salope? Pour moi, il ne faisait aucun doute qu'on avait affaire au même homme. Les soupçons de Carrillo seront confirmés par la découverte dans une maison voisine du corps de Joyce Nelson, 61 ans, battu à mort avec un objet contondant. Le tracker venait de frapper 2 fois en une nuit. Et c'est ce qu'il fera de nouveau à peine 2 semaines plus tard, le 20 juillet, en abattant d'abord Max et Leila Needing dans leur maison de Glendale avant de se déplacer vers Sun Valley. Il s'agissait d'un couple. L'homme avait été exécuté dans son sommeil, la femme agressée sexuellement. Il y avait également un jeune garçon, lui aussi agressé. Ramirez s'était à nouveau débarrassé du mari alors qu'il dormait. Il avait ensuite frappé, violé et humilié la mère à plusieurs reprises, lui demandant d'implorer Satan pour sa vie. Puis, il avait violé son fils de 8 ans. Ce n'était pas assez de tuer et de violer. Il fallait qu'il les torture. Il aimait les terroriser. Il les obligeait à dire gloire à Satan. L'humiliation des victimes est tout à fait typique dans ce genre de meurtre sexuel en série. C'est une source d'excitation. L'agresseur est conforté dans l'idée qu'il contrôle tout et qu'il peut humilier et avilir sa victime autant qu'il le souhaite. Rien n'est plus stimulant pour un individu avec ce genre de mécanisme d'excitation sexuelle déviant. Personne n'était capable de prévoir ou d'empêcher les crimes du tracker de la nuit. Les tueurs en série s'en prennent généralement à des personnes qui se mettent elles-mêmes en danger, comme les prostituées, hommes ou femmes, les autostoppeurs. Mais ces personnes menaient une vie normale. Elles ne faisaient rien de spécial qui aurait pu leur attirer ce genre de malheur. La panique prend de l'ampleur.
Une fois les meurtres rendus publics, une spirale s'est enclenchée. Plus il y avait de meurtres, plus on en parlait, plus les gens avaient peur. Bonjour, je m'appelle Gil Carillo. Je fais partie de la brigade criminelle des services du shérif du comté de Los Angeles. Nous enquêtons actuellement sur une série d'homicides et d'agressions sexuelles qui se sont produits dans le comté de Los Angeles. Je savais à quel point il pouvait être cruel et violent. La pression était énorme. Il fallait l'arrêter avant qu'il s'en prenne à quelqu'un d'autre. Et surtout avant qu'il s'en prenne à un membre de ma propre famille. Les gens achetaient des armes, des chiens de garde, ils étaient morts de peur. Par le passé, le suspect a utilisé des armes à feu, des couteaux, des démonte pneus ou des coups de pied pour infliger de graves blessures à ses victimes. Personne ne savait qui il était. Personne ne savait où il allait frapper. Les gens ne savaient pas s'ils allaient survivre jusqu'au lendemain. C'était vraiment terrifiant. Puis soudain, l'affaire prend une nouvelle tournure. Il était désormais clair que notre tueur du sud de la Californie venait de frapper à San Francisco. Le 17 août, le traqueur de la nuit tue par balle un autre couple dans sa maison, laissant un symbole satanique sur le mur. Une semaine plus tard, il frappe à 80 km au sud de Los Angeles. Il tire sur le mari et agresse sexuellement la femme, l'obligeant à clamer son amour pour Satan. Le tueur bouge en permanence. Et la police travaille maintenant jour et nuit pour l'attraper avant qu'il ne frappe de nouveau. Depuis ma dernière intervention, le 13 août 1985, le suspect de cette affaire en cours a commis 2 nouveaux homicides. J'avais une pression immense sur les épaules. Il fallait non seulement que je protège ma famille, ma femme, ma mère, mes enfants, mais aussi tous les citoyens du comté de Los Angeles. Il y avait un animal en liberté. Il fallait que je résolve cette affaire. Le véhicule utilisé lors de ces crimes était un break modèle 1976. Si le véhicule est retrouvé abandonné, veuillez contacter le sergent Frank Salerno ou l'inspecteur Gil Carillo. Ma femme a trouvé notre fille de 13 ans en train de pleurer dans sa chambre. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Ma fille a dit « Ce n'est rien ». Ma femme a répondu « Si, il y a quelque chose ». Et ma fille a dit « Je voudrais que tout ça soit fini. Je voudrais que papa soit à la maison ». L'inspecteur Carillo ne le sait pas encore. Mais avant la fin du mois, il va se retrouver face à face avec l'un des tueurs les plus ignobles de l'histoire. En août 1985, le traqueur de la nuit a déjà fait au moins 13 victimes. Il a plongé le comté de Los Angeles dans la terreur et poussé les enquêteurs au-delà de leurs limites. Il vient d'élargir son champ d'action et la police craint qu'il ne devienne de plus en plus difficile à attraper. Au départ, on savait qu'il se trouvait dans le comté de Los Angeles. Mais soudain, le voilà parti à San Francisco. Ça ne nous a pas rassurés. Mais dès la fin du mois d'août, de nombreux indices semblent dessiner une piste. Grâce à des informateurs, on l'a identifié. On savait où il traînait, on savait qu'il se droguait et qu'il était souvent vu dans le Skid Row, les bas-fonds de Los Angeles. Au même moment, on a retrouvé une empreinte digitale sur le rétroviseur d'une voiture volée utilisée par le tueur. Elle a permis d'identifier Richard Ramirez. Le shérif du comté, le chef de la police de Los Angeles et celui de Glendale ont immédiatement décidé de publier la photo du tueur, Richard Ramirez, dans la presse. Quand ils ont montré sa photo, j'ai dit à mon mari « Oh, regarde, c'est Richie ». Mais c'était très bizarre. Je ne le voyais pas faire des choses pareilles. Ça ne cadrait pas avec sa personnalité. On était stupéfaits. On ne l'avait connu que quand on était enfant. J'étais stupéfaite, sous le choc.
Le matin du 29 août 1985, Richard Ramirez est de retour à Los Angeles après avoir rendu visite à l'un de ses frères dans l'Arizona. Ricky est entré dans une épicerie pour s'acheter des bonbons. Il a remarqué que les gens le dévisageaient. Et quand il regardait vers eux, évidemment, eux détournaient le regard. Alors qu'il attendait sa monnaie, il a vu les journaux sur le comptoir, 4 ou 5 journaux différents de Los Angeles et de la région, et sur chaque couverture il y avait sa photo. Puis une femme a dit « C'est lui, El Matador », ce qui veut dire « le tueur » en espagnol. Ramirez prend peur et s'enfuit. Il a commencé à courir à travers les jardins, par-dessus les clôtures. Il a même escaladé un mur de presque 3 mètres. À mesure qu'il traversait les jardins, les gens se sont mis à appeler la police en disant « Il y a quelqu'un dans mon jardin, il y a un rôdeur ». Les policiers de Los Angeles étaient déjà sur ses traces, suivant les appels d'urgence. Il a pris la direction nord-nord-est jusqu'à Hubbard Street. Il a essayé de monter dans la voiture d'une femme, mais elle s'est mise à crier. En fait, on était encore en train de dormir. Et on a entendu un grand bruit, et puis un cri. On s'est précipité dehors, et là, on a vu un grand type maigre, très brun, en train de courir. Mon père était juste derrière lui. On s'est mis à courir aussi vite qu'on a pu pour aider mon père et les autres voisins. Richard avait déjà couru plus de 3 kilomètres. On l'a rattrapé à ce niveau-là. Et on l'a immobilisé contre cette grille. Les gens commençaient à l'encercler. Il était juste là, assis par terre. Il saignait parce qu'un voisin l'avait frappé à la tête avec une barre. Il transpirait. Il était essoufflé. Il avait l'air épuisé. Et il faisait peur. Oui, il faisait vraiment peur. Les gens sont sortis avec leur journal à la main en disant « C'est le tueur, El Maton. Vous savez, le traqueur de la nuit. » Ramirez est désormais sous les verrous. Les enquêteurs vont se retrouver face au tueur pour la première fois. Quand je l'ai vu, il avait un regard démoniaque. Il était sinistre. Comme s'il était possédé. Il avait l'air maléfique. Je me rappelle avoir joué sur son degré d'anxiété. J'essayais de le faire monter, puis de le faire redescendre. Je voulais voir ce qui le faisait réagir. Et Richard était presque en état d'hyperventilation. Il avait la tête posée sur la table et il faisait... Pendant une milliseconde, vraiment une petite milliseconde, j'étais un peu nerveux. Je savais que ce type était versé dans le satanisme, et quand il s'est mis à respirer comme ça, je me suis dit, s'il commence à léviter, je me barre d'ici. Bien que sur certaines photos il avait l'air un peu fou, ce n'est pas quelqu'un que l'on aurait montré du doigt dans la rue en disant « Regarde, voilà l'autre cinglé ». Ce n'était pas du tout l'impression qu'il donnait. Il était bien plus intelligent que je ne l'aurais cru. Les gens le voient comme un malade mental, mais je ne crois pas qu'il était fou. Il s'exprimait bien mieux que la plupart des suspects de meurtre que j'ai pu interroger. Ramirez révèle qu'il a reçu une bonne éducation en matière de meurtre. Il m'a donné l'impression d'être plutôt bien éduqué, même s'il avait quitté l'école à la fin du collège, il me semble. Il s'intéressait beaucoup aux meurtres et aux tueurs en série, et il avait lu beaucoup de choses à ce sujet. Il savait tout sur les tueurs en série, depuis l'époque des Romains jetant les chrétiens au lion jusqu'aux tueurs en série modernes. Quand on l'a mis dans sa cellule et qu'il a appris qu'avant lui, Angelo Buono, l'étrangleur de Hillside, y avait séjourné, il était surexcité.
Le Night Stalker, le traqueur de la nuit, a terrorisé la Californie et hanté les nuits des inspecteurs Salerno et Carrillo pendant 5 mois. Il est enfin derrière les barreaux. Je suis allé rendre visite à ma mère et à 2 de mes sœurs. Elles sont venues vers moi et on a éclaté en sanglots. C'était terminé. Je leur ai dit, tout va bien. C'est terminé. En 1989, Richard Ramirez est reconnu coupable de 13 meurtres, 30 tentatives de meurtre, viols et agressions sexuelles. Il est condamné à la peine de mort. Qu'est-ce qui a bien pu pousser le traqueur de la nuit vers cette sombre destinée qui a fait de lui l'un des tueurs en série les plus féroces que l'histoire ait connus? Ce dont il a été témoin dans son enfance suffit-il à tout expliquer? Ou bien Richard Ramirez était-il un tueur né? Je ne vois rien dans son enfance qui soit plus incroyable que celle de nombreuses personnes. Je connais des tas de gens très bien qui ont réussi malgré une enfance terrible. On est probablement face à un cas de figure dans lequel, dès la conception, on a affaire à une mauvaise graine. Peu importe son éducation, je pense qu'il était destiné à faire ce qu'il a fait. De nombreuses personnes grandissent dans la pauvreté, subissent des abus dans leur enfance, sans devenir pour autant des tueurs en série. Richard Ramirez, oui. Il n'a a priori jamais subi de sévices dans son enfance, il n'a pas été maltraité, aucune preuve de ce genre de choses n'a été avancée. Alors comment est-il devenu ce personnage? La meilleure façon de répondre à ça, c'est de choisir une approche biopsychosociale, mais en mettant l'accent sur la neurobiologie. Mais que ce soit hormonal, chimique, électrique, que ça vienne de dommages cérébraux ou d'une combinaison de tout ça, en y ajoutant des facteurs de stress psychosociaux, il faut de toute façon que beaucoup de choses clochent pour qu'un tel individu voie le jour. Richard Ramirez était un tueur né. Il a débuté sa vie comme tout le monde, rien d'anormal en apparence. Et puis il s'est passé quelque chose. Ce gène qu'il possède a été activé, quelque chose issu de ses expériences, de son environnement, de son enfance est venu s'ajouter. C'est comme une recette. Il y a un ingrédient de base et vous ajoutez quelque chose, encore autre chose et au final, vous avez votre tueur né. Est-ce que c'est inné ou acquis? Je crois que personne ne naît avec ça en lui. Ça vient de quelque chose qu'on apprend, qu'on voit et qu'on décide de reproduire. Richard avait la possibilité de faire ce qu'il voulait et il a commencé à dériver très tôt. Quand on ajoute à l'équation la consommation de drogue, ça crée nécessairement des problèmes mentaux. Je ne crois pas que l'on naisse comme ça. On apprend, on voit et on agit.